bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplé pour faire le débrief de la semaine 8 de compétition. Et aujourd'hui, je suis entouré de Robin et de Maxence. Salut les gars, j'espère que votre week-end de college football a été productif et joyeux. Alors, productif, j'ai regardé beaucoup de matchs et joyeux, Oregon a gagné. Après, est-ce que c'était productif dans le sens j'ai fait autre chose que le college football? Non. Salut à tous. Salut tout le monde. Ouais, je pense que j'ai dû regarder moins de matchs que Robin, mais ça a été joyeux puisqu'on a gagné notre premier match en octobre depuis 2022, donc ça a été un bon week-end de mon côté. Victoire contre West Virginia, hein, c'est ça Ouais, 45-13 en plus. Donc, West Virginia, c'est chaud comment c'est nul. Hein. Putain, mais pardon, mais. Ouais. Un peu dans toi, c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité. Non, mais toi, moi, comme je suis supporter d'une vraie équipe nulle, je reconnais les autres vraies équipes nulles. Tu vois, on se croise dans le métro, on se regarde, ils ont été à chier. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Mais ouais, non, ça a été un bon week-end. Moi, j'ai pu attaquer à partir du slate de 21h à peu près. Donc, j'ai pris le match en cours de route. Pour UCF, ça s'est bien passé. Et puis, on a eu des bons petits matchs, des belles surprises. Un gros week-end, puisqu'il y a eu 5 défaites d'équipes qui étaient invaincues jusqu'à présent. Donc, on a eu Miami, on a eu Ole Miss, on a eu Texas Tech, on a eu Memphis et on a eu UNLV. Donc 2 équipes du Group of Five, mais 3 équipes du Power 4 qui sont tombées ce week-end. De toute façon, on s'attendait à ce que ça soit un week-end riche en rebondissements. Ça a été le cas. On commence par quoi? On commence par le match du vendredi. On en avait parlé un peu du 1-2-6. Mais je pense que voilà, ça vaut quand même le coup de revenir dessus. Miami qui s'est incliné à domicile contre Louisville. Carson Beck, 4 interceptions pour lui. Est-ce que c'est typiquement un match off pour Miami? Il ne faut pas tirer trop de conclusions. Ou alors vous avez des sérieux doutes maintenant pour cette équipe par rapport à gagner le titre? Parce que l'objectif, il est quand même là pour les Canes, quoi. Je dirais pas qu'il faut tout de suite les mettre de côté. C'est toujours pareil, ce genre de défaite. Je te dirais que c'est le match d'après qui sera important, quoi. C'est le match d'après. Est-ce que tu t'écroules comme Penn State, tu vois, ou est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas retrouver un jeu de course aussi? Parce que ça c'est aussi joué aux interceptions et au jeu de course qui a été famélique du côté des Hurricanes. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'ils paument toujours un match comme ça en octobre quand ça se joue le vendredi soir. Ouais, bah écoute, je peux t'assurer que connaissant le coach, c'est un peu une constante. Ouais, parce qu'ils avaient perdu le match contre Georgia Tech, là où il fait une vieille course alors qu'il aurait pu juste poser le genou. C'était un vendredi soir en octobre aussi. Enfin, c'est toujours quand ils jouent le vendredi soir comme ça en octobre, c'est toujours une défaite de merde qui leur tombe dessus. Alors, Ouais. En fait, Cristobal est vraiment super fort pour les grosses rencontres. En vrai, je pouvais rien dire dessus là. Oregon était toujours préparé pour les grosses rencontres, mais c'est toujours face à une équipe de moins bonne que tu flippais en fait pour que tu perdes. Mais comme tu disais, Max, en fait, je pense que Miami, c'est pas l'équipe où vas-y on vend notre stock pour les playoffs ou pas maintenant. Je pense qu'ils sont tombés face à une très très bonne équipe de Louisville qui, mine de rien, n'était pas rankée, mais méritait de l'être. Hein. Ils étaient en 4-1. C'est une très bonne équipe de football. Ils avaient perdu contre de la SEC contre de la ACC, pardon. Cette année, ils avaient perdu contre Virginia de 3 points. Le match d'avant, de 3 points. Donc, Virginia qui était classée d'ailleurs. Donc, mine de rien, tu vois, je pense que c'était une très bonne équipe et ils méritaient d'être là. Je pense que le game plan était parfait du coach de Louisville. Hein, j'ai plus le nom en tête du coach de Louisville. Ok, ouais, effectivement. Donc Brown, il avait fait le vrai game plan. Il y a eu 3 quarterbacks qui sont rentrés sur le terrain. Il y avait des jeux avec 2 quarterbacks. Chris Bell, le receveur, a fait vraiment des très très belles choses. Miller Moss a été très correct. Et pourquoi Miami a perdu, c'est les 4 interceptions de Carson Beck. Et si tu regardes les 4 interceptions, c'est 4 passes. C'est 4 passes bien merdiques, quoi. C'est terrible, hein, mais il n'y a pas une passe où tu te dis ah ok, ça a été droppé, puis c'est ça. Il y a des trucs qui sont pas allés. Là, c'est des passes, il envoie. Il y a 3 mecs dessus. Quand il l'envoie, la décision elle est mauvaise de base. Donc, la dernière, t'es dur, Rob, hein, parce que la dernière, c'est parce que c'est typé et que
le cornerback fait une réception acrobatique. Alors, je suis d'accord sur les 3 premières, mais la dernière, je te trouve un petit peu dur. Ouais, mais il y en a une qui a été annulée pour un flag de aussi. plus, tout à fait, mais 3 snaps plus tard, il en balance une. Ouais. Donc, voilà. Elle était dégueulasse par contre. Hein. Heureusement qu'elle était annulée par un flag parce qu'elle était dégueulasse aussi. Hein. Ouais, non, soirée off pour Miami, soirée off pour Carson Beck. Il n'y a rien qui allait dans leur sens en attaque. C'est ça. Et en fait, comme tu disais, Maxence, si le running game, si le jeu à la course était performant, Carson Beck n'aurait pas été obligé d'aller balancer des énormes passes tout le match et du coup de se retrouver à lancer, je sais pas, il a lancé combien de passes ce week-end, mais c'était 35 là, je vois. Il fait 25 sur 35. Ouais, 25 sur 35. Mais encore une fois, il lance 4 interceptions, pas de touchdown. Voilà, ça arrive. En fait, c'était un peu le Carson Beck version 2024. Hein. On a eu jusqu'à présent, on a eu le Carson Beck 2023 et là, on a eu le Carson Beck 2024. Je crois qu'il fait 3 matchs à 3 interceptions l'année dernière avec Georgia ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on sait que Beck, il peut être coutumier du fait. Pour l'instant, on ne l'avait pas encore vu. Et je pense que contre une moins bonne équipe, ça passe. Mais Louisville, comme tu l'as très bien dit, Robin, c'est quand même très costaud. Ils ont quand même un trio, le trio Isaac Brown au poste de running back, Chris Bell au poste de receveur et Miller Moss au poste de quarterback. C'est quand même hyper talentueux, Louisville. Hein. Donc, le spread était de plus de 10 points. Ça semblait un petit peu élevé, ça s'est confirmé. Moi, là où je suis un petit peu inquiet pour Miami, parce que quand même si c'est qu'un match, ça reste un match avec une défaite. En fait, c'est au niveau de la défense. Il y a eu peu de pression sur Miller Moss tout au long du match. Et ça, mine de rien, quand le niveau va augmenter, si tu n'es pas capable d'aller emmerder le quarterback adverse, ça va être compliqué. Donc voilà, on va pas tirer trop de conclusions sur un match, c'est seulement un match. Mais il y a quelques petits éléments par-ci, par-là qui laissent à penser quand même qu'on a peut-être vu Miami un peu. Donc, c'est tout. Ouais, il y aura des éléments à bosser. Ils ont un match contre Stanford la semaine prochaine. C'est à Miami. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'ils vont le gagner parce que encore aller jouer à Stanford, c'est toujours bizarre. C'est un peu un cimetière. Ouais. Peut-être qu'on en parlera. Je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, c'est un peu un cimetière. Là, pour Miami, je pense que Stanford va payer le prix de cette défaite. Mais après, la grosse donnée importante, c'est que Miami n'a plus son destin entre ses mains pour accéder à la finale de conférence désormais. C'est Georgia Tech qui est dans le siège, dans le siège passager, comme le siège conducteur, pardon. Et conducteur, ouais, Georgia Tech. Il y a d'autres équipes invaincues. Il y a Virginia et SMU aussi, donc les 3 équipes invaincues qui ont encore leur destin entre leurs mains. Plus Louisville qui aura le tiebreaker. Ouais, le tiebreaker mais ils ont une défaite, donc ils n'ont pas le tiebreaker sur d'autres équipes comme Pittsburgh, Duke, California, d'autres équipes qui n'ont qu'une défaite. En tout cas, voilà, cette défaite qui rabat les cartes hein, très clairement. Après, il faut quand même raison de garder pour Miami, c'est que c'est très clairement l'équipe d'ACC qui a le meilleur CV grâce à leur victoire contre Notre-Dame et grâce à leur victoire contre Florida. Même s'ils vont pas en finale de conférence, s'ils ont qu'une défaite. Oui. Je pense même qu'ils peuvent en perdre un deuxième, honnêtement. Et en fonction de la marge de victoire sur les autres matchs, je pense que c'est peut-être la seule équipe d'ACC qui pourrait se qualifier avec 2 défaites hors champion de cour, bien évidemment. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce Louisville-Miami ou alors on peut passer sur les matchs du samedi? Non, on peut passer sur le gros morceau. On va passer sur le très gros morceau. Georgia qui accueillait Ole Miss. Première défaite pour les Rebels cette année. Victoire 43-35 de Georgia, des Bulldogs, dans un match hyper offensif. On ne s'attendait peut-être pas à une folie offensive comme ça. En tout cas, ça a été un match back and forth, comme on dit les Américains. Ole Miss a pris l'avantage, puis Georgia est revenu. En termes de dramaturgie, c'était plutôt cool. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce match-là? Alors, la capacité à Georgia à encore remporter un match dans lequel on pensait que ça allait être compliqué, ou alors Ole Miss qui paume encore un match important pour eux? Les 2 visages de la défense de Georgia, porte ouverte lors des 3 premiers quart-temps, mais alors le dernier quart-temps, ils les ont lockdown et ça a fait la diff. Mais je m'attendais pas à ce que Ole Miss marque autant de points face à Georgia et c'est vraiment dommage ce 4e quart-temps.
Et ouais, cette équipe de Georgia, ça fait plaisir aussi du côté de Georgia de se dire que leur attaque s'est vraiment réveillée parce qu'on disait que c'était le gros problème, c'était l'attaque, ça manquait de play explosif, ça manquait de points, tout simplement, parce que je crois que leur dernière sortie, ils sont à une vingtaine de points en moyenne, ouais, c'est ça, 20 points contre Auburn, bon, 35 contre Kentucky, mais tu vois, 21 contre Alabama. Là, c'est bien, c'était un vrai combat de boxe, quoi, hein, et Ole Miss s'est fait mettre KO dans le 4e quart-temps. Avec un Chamblis qui a, sur la fin de match, ça a été moins. Tu sentais que Georgia a trouvé la solution sur notamment les 2 three and out qui leur foutent. Peut-être on aurait pu passer peut-être un peu sur de la course pour avancer, pas forcément que sur de la passe parce que ça a été quand même bien maîtrisé à ce niveau-là. Donc ouais, non, dommage pour Ole Miss. Ole Miss rate un gros coup. Ouais, encore une fois, je vais pas rajouter grand-chose. Bravo à Georgia qui a vraiment, comme Max l'a dit, lockdown Ole Miss. Ole Miss, c'est dommage qu'ils aient trouvé la solution pendant 3 quarts temps et après plus rien. Je pense que le touchdown en début de quart-temps de Georgia où ils font 12 jeux, 75 yards, qui prend 6-7 minutes à jouer, ça a bien mis dans le coup pour aller égaliser, enfin presque aller égaliser. Ça a bien mis dans le coup mentalement Ole Miss et ça fait tourner le momentum. Et puis le 1-2-3 punt, c'était fini. Hein. Je regarde là, 1-2-3 punt en 20 secondes de temps écoulé. Bon, c'est terminé un peu pour le moral. Puis juste derrière, tu prends un touchdown de 5 minutes, en 5 minutes, puis 1-2-3 punt en 57 secondes. Georgia a été sous l'eau, on peut quand même le dire, pendant 3 quarts temps, mais pas suffisamment. Et Ole Miss n'a pas réussi à fermer la boutique. Et quand tu n'arrives pas à fermer la boutique à Athens contre cette équipe de Georgia, souvent ça se termine mal pour toi. Gunnar Stockton a fait un très bon match. Ce que j'allais dire, quand même, il faut rendre hommage quand même à Gunnar Stockton. Hein. C'était qui c'est qu'en parlait la semaine dernière, c'est Geoffrey qui a dit qu'il montait en puissance et qu'il était plutôt pas mal sur sa dernière semaine. Ça s'est confirmé, sacrée performance quand même de Gunnar Stockton. Ouais, et puis il commence à bien se trouver avec Zachariah Branch. Zachariah Branch, Bell, Lucky, après il se prête bien la balle parce qu'ils sont plusieurs à avoir catch au moins une fois du côté de Georgia. 26 sur 31, 289 yards, 4 TD, 0 interception. Et à la course, il a pris des gros troisième tentative. En troisième tentative, il a pris il a 5-9 de moyenne. Gros first down, Après, c'était un bon match. Hein, le jeu de course a fait la différence. C'est exactement ce que j'allais dire, Maxence. Tu as vu, on en avait parlé, on se disait putain, il n'y a pas de défense. La défense est mais et le jeu de course est mais. Et ben là, le jeu de course s'est réveillé et ça fait du bien. Et puis en plus, pas sur un seul running back, hein, ça a tourné. Et puis Gunnar Stockton a fait sa part du taf aussi. Et c'est dommage qu'Ole Miss, tu vois, sur les 2 drives où ils font tuer and out, ils jouent trop à la passe alors qu'ils ont 2 points d'avance. Essaye de courir un peu, même si ton jeu de course n'a pas été incroyable, mais essaye quand même parce que tu vois, au moins le chrono il tourne un peu plus. Tu vois, il tourne un peu plus. Tu peux peut-être, au lieu de jouer une 2 et 10 ou une 3 et 10 parce que tu as fait 2 incomplètes, tu joues une 2 et 7, tu vois. Et c'est dommage peut-être de pas avoir. En fait, ils sont tellement fait shutdown à la course qu'ils se sont dit putain, on peut que passer par la passe, alors c'est parti. Et sauf que Georgia, le 4e quart-temps, ils savaient qu'il fallait défendre que là-dessus. Et encore une victoire de Georgia où on se dit ils se font malmener, machin, mais finalement, cette équipe reste quand même très solide, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, on en avait parlé avec Geoffrey pendant le 1-2-6. C'était le premier gros test de Chamblis et je pense que lui donner un peu une soupape de sécurité avec le jeu au sol, ça aurait peut-être été bienvenu aussi. Ouais, mais il a eu du mal à se développer, donc je pense qu'ils l'ont, tu vois, dans leur tête, ils se sont dit bon, on pourra pas, ils vont nous attendre, machin. Sauf que des fois, c'est quand même bien de jouer, même si c'est un peu ce qu'on dit, joue un peu sur tes, on dit des fois, pourquoi tu joues pas sur tes forces, tu essaies forcément de surprendre l'adversaire. Mais des fois, même si t'es pas, je sais pas, Robin qui est coach pourra peut-être nous dire, mais des fois, ok, ta force, ça a été le jeu de passe dans ce match-là, mais essaye quand même de varier un peu à la fin parce que là, les mecs savent que tu as dans la main, quoi. Peut-être que je me perds dans mes explications. Mais... Non, mais on a... C'est tout à fait normal. Après, moi, en tant que coach, j'essaie un peu de varier, c'est vrai, mais en fin de match, tu tombes vraiment unidimensionnel dans ce que tu as confiance. Et si tu as confiance dans ton jeu à la passe, dans ton play calling, tu y vas.
Ouais. En fin de match, tu es un peu Pris par le temps, pris par le temps, puis tu commences à avoir un manque de sang-froid, je pense. C'est net. En plus à l'extérieur. À l'extérieur, alors que tu te fais remonter, parce que mine de rien, Georgia ils mettent 17 points dans le 4e quart, hein, donc tu commences le 3e quart. Moi, je me suis dit, putain, Ole Miss cette année, ils sont pour vrai là, ils sont for real, tu vois. Mais, voilà. Mais c'était un match vraiment sympa. Honnêtement, Ouais. il y a eu du rebondissement, du scoring. J'avais l'impression de regarder un bon match de Big 12 des familles, là, la période 2015-2020. Ouais, un peu. Non, mais c'était sympa. Et puis voilà, je pense que ces deux équipes ont des qualités. Et puis moi, chapeau bas à Georgia, hein, qui est quand même capable. Il ne faut jamais les enterrer. Hein, c'est quand même un truc de fou. Toujours là. Toujours là. Et puis, alors, c'est la qualité est un défaut, mais j'ai l'impression qu'ils se mettent au niveau des équipes qu'ils rencontrent aussi. Enfin, le match dernier contre Auburn, c'était pas terrible, mais ils rencontraient une équipe de Auburn qui n'était pas terrible. Eu de l'arbitrage un peu limite de leur côté, là, aujourd'hui, sur ce match-là. Ça a été... souffre d'aucune contestation, c'est clair. Et puis bon, le 17-0 hein, sur le dernier quart, hein, tu l'as mentionné, hein, vous l'avez mentionné tous les deux. Ouais, puis il y a combien de yards Ole Miss sur le dernier quart? Ils font 13 yards. Ouais. Donc vraiment, le couvercle, on a reposé le couvercle et voilà, et on a eu des flashbacks de la grande défense de Georgia dans le début des années 2000, donc 2020, pardon. Donc c'est tant mieux pour les fans des Bulldogs, mais voilà, il y a attention quand même. Ils sont quand même prenables et que effectivement cette défense elle est pas sans faille. On l'a bien vu sur les 3 premiers cartons, mais elle peut se montrer élite aussi à des moments clés. Donc ça c'est quand même c'est le genre de victoire où on peut capitaliser dessus et puis Smart il est quand même fort là-dessus. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Puis il adore quand tout le monde pense que son équipe est... Bon, après, tu vas l'entendre, lui, contre le reste du monde, ou je sais pas quoi. Mais c'est son moteur, tu vois, même en saison, même quand ils font back-to-back, la deuxième année, il l'a utilisé en disant « Ah, personne croyait qu'on allait le faire. » Pauvre petit Georgia. Voilà. Mais c'est son moteur, c'est comme ça qu'il marche. Okay. Preuve du contraire, ça marche. Est-ce qu'on reste en sec ou on va du côté de Texas Tech qui s'est... Je veux parler Vas-y, je te laisse le lead, Maxence. Parle de qui tu as envie. Diego on reste en sec alors. Les amis. On reste en sec. Oui, nous, c'est le favori au Iceman. En tout cas, Maxence, on s'en parle à chaque fois. Nous, c'est le favori. L'année dernière, on avait Ashton Genty en Iceman du peuple. Il y a un nouvel Iceman du peuple cette année. C'est Diego Pavia. Alors, Diego Pavia. J'ai pas pu voir le match malheureusement en direct. J'ai vu les highlights et tout, mais. Et Vanderbilt qui s'impose à domicile contre LSU dans un match qu'ils ont quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Robin, mais qu'ils ont quand même dominé. Hein, clairement. Enfin. Et puis derrière Diego Pavia, qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Il est clutch, il fait des plays quand il en a besoin. Alors il n'est pas exempt de tout reproche, on est bien d'accord là-dessus, mais un profil de Duas Red vraiment intéressant. Et puis voilà, il a une vraie hype. Alors la série Netflix, je pense, ça fait beaucoup, mine de rien, parce que sur Twitter, voilà, il y a beaucoup de réponses à nos tweets par rapport à Diego Pavia, etc. On sent quand même que ils ont construit tout un personnage autour de lui, que ça prend vraiment grâce à une année de Vanderbilt. C'est une histoire qui se vend. C'est clair. Il arrive de New Mexico State, il arrive dans la meilleure conférence du pays et dans la pire équipe en plus. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Vanderbilt. C'est quand même. Alors, Vanderbilt, classé numéro 10 du pays. Je vais vous poser 6-1 pour la première fois depuis 1950. Je vais vous poser donc la question fatidique. Est-ce que Vanderbilt, alors je ne vais même pas dire peut, parce qu'ils peuvent le faire, mais va se qualifier pour le CFP? Pour vous? Oui. C'est pas peu, mais va. Hein. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Après, le calendrier non plus. Enfin, c'est un calendrier de sexe. C'est facile. Mais ils prouvent qu'ils peuvent battre des bonnes équipes. Il reste Missouri la semaine prochaine, qui est c'est une bonne équipe, hein, mine de rien. D'ailleurs, c'est vendredi. C'est le 25. Il n'y a pas de match de sec le vendredi soir. Oui, ok. Ouais, c'est parce que donc on est il reste Missouri, après à Texas. Donc Texas, ça reste une équipe dangereuse, mais un peu frauduleuse cette année. Ensuite, Auburn, Kentucky, ça devrait aller. Et tu finis par Tennessee, qui a un peu plus de mal en ce moment. Je pense qu'il y a un vrai monde où il se qualifie.
même avec 2 défaites, est-ce qu'avec 2 Deux défaites, défaites, ils se qualifient. au Deux vu défaites, ils sont dedans. imaginons tu perds contre Tennessee ou voilà, je leur souhaite pas, mais Texas, si tu perds contre une équipe classée alors que tu as perdu contre Alabama, mais tu as battu LSU qui était 10e du pays, tu as battu South Carolina à l'époque, ils étaient 11e. Bon, maintenant, on sait très bien que South Carolina, c'est plus ça. Mais moi, je pense qu'à 2 défaites, ils y vont à la fois parce que l'histoire est sympa et à la fois parce que de toute façon, on sait que le comité va essayer de mettre le plus de sec possible. Donc, pourquoi pas en sec, ça voudrait dire que tu as Alabama, Georgia, Vanderbilt, Ole Miss, 4 équipes de sec, ça paraît logique. Peut-être Missouri, si. Bah, ça dépendra. En fait, je pense que le gagnant de Missouri, Vanderbilt rentre en playoff. Pour moi. Il ne faut pas éliminer Texas de l'équation si Texas continue à c'était gagner. Rick Rack, la contre Kentucky ce week-end. Mais... Ouais, mais bon, tu sais, si Texas arrive à la fin de saison, il n'y en a que 2 surtout défaites. Surtout qu'ils ont tapé Texas A&M. Hein, donc... Je pense qu'il ne faut pas perdre 3 matchs parce que rentrer en playoff à 3 défaites, on l'a vu l'année dernière, bah, du coup, tu ne rentres pas. 2 défaites et ils seront in. 3 défaites, il y aura discussion et ça dépendra de. C'est vrai qu'il y a Texas A&M en fait. Ça veut dire qu'on aurait Ole Miss, Texas A&M, Alabama, Georgia, Vanderbilt. Ça ferait 5 équipes de sec sur 12. Sachant qu'en Big Ten, tu dois mettre Oregon, Ohio State, Indiana. Après, il reste. Ensuite, il te reste. Tu mets le vainqueur de la Big 12, tu mets le vainqueur de l'SEC, tu mets l'équipe de G5. Notre-Dame. Est-ce que Notre-Dame va en playoff ? 10-2, oui. Ouais, on verra. Je pense que... Ouais, bah c'est ça. Au fond, soit il y a une équipe de sec qui sort, soit une équipe de Big Ten. Après, il reste des matchs. Il reste encore Georgia, Texas. Il reste quand même vraiment. Il y a un Texas A&M Texas aussi. Il reste surtout. Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 7 weeks. Il reste 7 weeks, donc 7 semaines de compétition encore. Donc il faut encore passer plein de choses. Mais c'est sûr que cette équipe de Vanderbilt, pour revenir sur le match, ils ont vraiment maîtrisé LSU. Ils ont porté leur couille aussi plusieurs fois. Ils ont tenté des quatrièmes downs qui sont passés. Cette équipe de LSU a quand même vachement lâché le match en deuxième mi-temps. Il y avait encore, c'était encore jouable à la fin de la première mi-temps. Il y avait 17-13 pour Vanderbilt. Et après le touchdown de Xavier Thomas, derrière, ils ont plus trouvé de solution. Et la fin de match a été un échange de punt où ça convenait carrément à Vanderbilt et LSU. Ça a été compliqué quand même du côté des Tigers. Et on revient sur ce que dit Ryan depuis plusieurs semaines, c'est cette attaque d'LSU qui est quand même composée de pas mal de bons joueurs, mais qui n'arrivent pas à connecter, qui n'arrivent pas à... Tu les vois, les flashs, hein, le TD de Xavier Thomas. Ils ont marqué 30 points cette saison. Je sais pas. Ils ont dû rencontrer un cupcake, non, au bout d'un moment, je pense que ça a dû... Alors, seul match à 30 points, c'est contre Southeastern Louisiana. Donc une FCS, le Sinon, reste... ça fait 17 contre Clemson, 23 contre Louisiana Tech, 20 contre Florida, 19 contre Ole Miss, 20 contre South Carolina et 24. Ils ont jamais parce que tu les vois, les playmakers qu'ils ont, Xavier Thomas, le receveur, le TD qu'il met sur la de 62 yards, il est complètement... Enfin, tu sens qu'il y a du talent, mais ce qui est super frustrant, je pense que pour Ryan et tous les fans de LSU en France ou même tout court dans le monde, putain, tu dois te dire, mais cette équipe, elle est quand même capable de mieux et ils te sortent des bouts intersidérales en attaque. Enfin, ça doit être hyper frustrant. Ouais. Ça doit être hyper frustrant. Et puis quand la défense n'est pas au... Ça s'en remet vachement au talent personnel. Ça, ouais. T'as pas l'impression que les jeux sont bien exécutés, ou bien développés, tu vois. Mais t'as un big play parce que t'as un Traders Green aussi qui a mis un bout TD. C'est ok, on a réussi à trouver le receveur, il a réussi à se débrouiller, machin, mais sauf que ça arrivera une fois dans ton match, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Et le reste du temps, t'es téléphoné un peu en attaque. Ouais, et le jeu de course, encore une fois, et tu peux peut-être plus t'y remettre pour... tu vois, Caden Durham, je vois, il a que 7 courses, alors qu'on sait que c'est un running back normalement. De toute façon, LSU, ils ont toujours quand même la capacité à sortir des running backs, mais Nussmeier, qu'on présentait comme un potentiel Heisman, c'est quand même une saison compliquée pour lui.
T'as l'espèce de marasme qui est autour du programme. Brian Kelly, je pense que ses jours sont comptés. Alors, on a eu un coach viré, on reviendra un petit peu plus tard, mais on a eu un coach viré du côté de Florida, mais on sait tous que ça va arriver. Enfin, tu sens très bien qu'ils vont pas, la saison va pas basculer. Il y a des manquements. Enfin, tu as l'impression que les joueurs ont un peu lâché et tu te demandes ce que Brian Kelly peut contrôler encore à ce niveau-là, quoi. Rob, toi, un avis sur cette équipe de LSU qui est quand même hyper frustrante. J'en parlais avec Ryan, et Ryan, il avait sorti la statistique. Brian Kelly a joué 15 matchs contre une équipe du top 25. Il en a gagné 5, il en a perdu 10. Les seuls matchs qu'il a gagnés, il en a gagné 3 contre Ole Miss, 1 contre Alabama, on va dire en tout début de ces. Ah oui, c'est avec Jay Daniels. Celui avec Jay Daniels. En fait, il en gagne 2 en 2022, depuis le début. Il en gagne 2 en 2022, contre Ole Miss 45-20 et contre Alabama, qui était à l'époque classé 6e, 32-31 en overtime. Je ne sais pas si vous vous rappelez du touchdown pour gagner, la conversion à 2 points. Pour gagner, ça avait été catché par Mason Taylor, il me semble, la balle. En 2023, il remporte qu'un seul match contre le top 25, contre le numéro 21, Missouri, 49-39. Et l'année dernière, contre le numéro 9 du pays, Ole Miss, 29-26 en overtime. De Kyron Lacey. Exact. Et en 2025, cette année, il remporte le match contre Clemson, qui était numéro 4 du pays, 17-10, alors que Clemson, bon, ils étaient 4e du pays. C'était la pré-saison. C'était la pré-saison. C'est ça. Le parcours n'est pas fabuleux, donc je pense que ça pose vraiment question à LSU. Est-ce que Brian Kelly arrive à gagner les grands matchs? Je pense que non. Est-ce qu'il arrive à mettre son équipe dans un aspect mental qui est assez performant pour qu'il puisse être dans des bonnes conditions? Je ne pense pas non plus. Comme tu disais, il me semble que c'est Max qui disait ça, les joueurs, ils ont l'air pas dedans. Ils n'ont pas l'air dedans. Et en fait, je trouve que ça coïncide avec un regain des autres programmes, parce que LSU avant LSU, on aurait fermé les yeux. Ole Miss, ça allait bas, Missouri, ça allait bas, etc. Maintenant, on est un peu plus en dessous. Et attention, je pense au poste de Brian Kelly. Je pense qu'il est logique. Est-ce qu'il peut finir la saison? Parce que tu as mieux. Il y a beaucoup de coachs qui seront sur le marché. Est-ce que tu n'as pas un coach que tu peux aller chercher? En revanche, j'aimerais aussi c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Vanderbilt. Ils font une vraie performance, je pense, en tant qu'équipe. LSU en dessous, Vanderbilt au-dessus. Et ce que j'aimerais noter également, c'est que Vanderbilt a battu à domicile une équipe du top 10 et ils n'ont pas marché le terrain, les fans. Ça veut dire qu'il y a un changement. Non, mais qu'il y a un vrai changement de mentalité. Avant, Vanderbilt, ils battent une top 10. L'année dernière, c'était la folie, mais après, c'était la première victoire maintenant. C'est ça. Les fans mecs, ils seraient en slip tout nus à y aller, tu vois. Mais, et là, je pense qu'il y a un vrai changement dans le programme de Clark Lee, qui est de dire, maintenant, c'est un peu l'anglais, on l'a vu, on le fait maintenant. Been there, done that. C'est genre, on l'a fait, c'est bon, on sait battre des top 10, on sait aller battre du top 25. Maintenant, on doit aller chercher plus loin. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité qui peut faire peur, je pense, aux autres équipes de la SEC, en se disant, OK, Vanderbilt, c'est plus le paillasson. C'est plus le paillasson, on y va. Et c'est quoi l'avenir pour Vanderbilt? On en a parlé. Est-ce que c'est les playoffs? En tout cas, ils sont dans la bonne direction. Oui, ils sont dans la bonne direction et ils ont des bons joueurs en plus autour de Diego Pavia, tu vois, Cedric Alexander, on est quand même sur un bon quarterback. On a eu un très gros match du jeune de McKilling Young, qui était moins en vue sur ce début de saison, mais là qui a vraiment pris le match de situation contre le niveau du sol. Ellis Towers, qui saison après saison, qui lui aussi arrive de New Mexico State et qui est quand même un des meilleurs tight ends de la SEC. C'est peut-être plus au niveau des receveurs où tu as un peu moins d'options, puisque tu as l'impression que cette équipe de Vanderbilt joue beaucoup running back tight end. Donc c'est comment tu appelles ça au niveau de double jumbo? C'est comment Ouais, attends, il joue avec un running back de tight end? Alors là, sur ce match,
match-là, leurs deux meilleurs receveurs, c'est des tight ends, c'est Cole Spence et Stower. Ouais, Et après, ça joue Stower, beaucoup vraiment par le fort. sol. Tu vois, t'as les receveurs un peu moins en vue du côté de Vanderbilt. Et c'est parce que la mentalité de l'équipe est surtout axée sur le jeu de course avec la double menace que représente Pavia. Et non, c'est une équipe qui est bien construite, qui est agressive, tu vois, je trouve. Qui est Ah, agressive, moi, j'adore. qui J'adore est vraiment à Merlin. l'image du Oui, QB, en voilà. fait. Hein. Je vous propose d'avancer un petit peu parce qu'on est déjà à une demi-heure d'émission et que mine de rien, il y a encore plein de trucs à parler. Alors, il s'est passé énormément de choses en sec ce week-end. On va peut-être parler de la performance la plus impressionnante. C'est Bama qui explose Tennessee à domicile, 37-20 dans un match vraiment maîtrisé de A à Z par le Crimson Tide. Derrière un Ty Simpson, toujours aussi clinique, toujours aussi impressionnant, toujours aussi beau à voir jouer. Est-ce que vous vous souvenez que cette équipe a quand même perdu en week 1 contre Florida State? Enfin, c'est assez dingue à se dire ça quand même, parce que putain, quelle impression de Je puissance, crois que de les maîtrise. deux équipes ont oublié la week 1. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Ouais. performance de Alabama qui, petit à petit, monte en puissance et commence à faire peur à tout le monde, je pense. Et mine de rien, comme tu le dis, Ty Simpson, il fait un vrai match, 19 sur 29, 253 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, surtout 2 drives à plus de 90 yards. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement à la mi-temps. Il y avait 7-7, enfin il y avait 17, il me semble, avant la mi-temps. Et il y a un pick six de 99 yards juste avant la mi-temps, qui fait que tu te retrouves en fait avec un énorme changement de momentum où tu allais marquer, tu prends un pick six de 99 yards. C'était dur. Pardon, il y avait 9-7 puisqu'il y avait eu un safety de Tennessee. Voilà, c'est compliqué, je pense, à voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est quand même. À Tennessee, tu sens que ça commence à rentrer dans leur rang Ouais. petit à petit. Ils ont beaucoup de blessés, il me semble, Tennessee. Ils ont eu du mal à mettre la pression. Et pour l'instant, deux défaites contre les deux adversaires classés qu'ils ont affrontés. C'est quand même pas mauvais, tu vois, Tennessee cette année, mais Bama, maintenant, là, c'est sérieux de fou. La défense est très impressionnante. Ty Simpson, il est dans son match maintenant. Il y a un jeu de course qui, mine de rien, bon là, Jam Miller a pas fait un bon match, mais les matchs précédents, je me souviens que je me rappelle que Jam Miller, t'étais content de le voir de retour. Non, cette équipe de Bama, Baptiste, oui, elle fait peur parce qu'elle se repositionne comme contender pour le titre de conférence largement. Et on a un peu tiré sur Kalen DeBoer à raison après les défaite contre Florida State, mais il y a un statement depuis un mois et demi maintenant. Et puis en plus, le stretch qu'ils ont, Bama, c'est-à-dire que là, c'est leur 4e adversaire classé qu'ils battent. Et à part Georgia, à part Sac Missouri aussi. En fait, tu vois, les deux matchs à domicile, il n'y a pas de discussion. Vanderbilt et Tennessee les ont réglés. Et Georgia et Missouri, ils ont réussi à les gagner là-bas, 3 points d'écart à chaque fois. Mais tu vois, cette équipe est solide. Cette équipe contrôle ses matchs. Parce que contre Georgia, ils ont vraiment contrôlé. Ils ont fait l'essentiel du boulot. C'était en première mi-temps. Ils avaient maîtrisé la deuxième. Malgré le retour des Bulldogs, ils ont réussi à terminer le travail en défense. Non, la défense est en place. L'attaque, Ty Simpson est en confiance. Il convertit beaucoup de troisième. Ça avance, tu vois, là, comme dit Robin, les deux drives de plus de 80 ans, c'est une équipe effrayante de sérénité, en fait. Ouais, et puis de qualité aussi, je pense, et puis je pense ils ont trouvé la bonne carburation entre guillemets pour gagner des matchs. Alors effectivement, il y a ce fameux pick six juste avant la mi-temps qui permet à Alabama de prendre un avantage de 23-7, donc de plus de 2 TD convertis avec une conversion à 2 points. Donc le match est presque tué à ce moment-là. Mais voilà, c'est cette capacité à répéter quand même semaine après semaine les gros matchs et à les remporter. Je veux dire, je pense que c'est ça qui est le plus complexe dans le college football, c'est cette capacité à sortir toujours des bons matchs parce que
Il suffit que tu fasses ça contre une équipe. Ça reste des jeunes entre 18 et 22 ans. Voilà, la vérité d'un match n'est pas celle d'un autre. C'est compliqué de rester concentré et de faire des gros matchs semaine après semaine. Mais en sec, là, notamment pour Alabama, il a fallu faire ça 4 semaines de suite. Et ils ont réussi à le faire contre des équipes aussi différentes, dans des contextes différents à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils sont allés à Georgia, ils ont tapé Georgia, ils ont joué à Vanderbilt à domicile. Alors tout le monde s'attendait à ce qu'ils perdent avec une énorme pression. Vanderbilt qui avait rien à perdre. Et ils tapent Vanderbilt sans problème. Ils vont à Mizzou, qui pareil, pour leur premier gros test, à Mizzou, qui avait eu un calendrier jusqu'à présent assez tranquille. Voilà, ils vont gagner là-bas. Alors, le score est serré, mais je trouve qu'au niveau de la manière, c'était plutôt encourageant. Et là, oui, c'était maîtrisé. Et là, Tennessee, donc effectivement, il y a ce fait de jeu en toute fin de première période qui relance complètement, enfin, en tout cas, qui tue un peu les Volunteers. Mais voilà, cette impression-là, elle est quand même, voilà, l'impression donnée par Obama depuis la semaine 2, parce que là, on va mettre de côté la défaite contre Florida State, c'est quand même très, très impressionnant. Et si on prend un peu de hauteur, on se dit, à part Ohio State et Indiana, est-ce que ça ne serait pas la troisième meilleure équipe du pays, quoi, au moment où on se parle? Si. La saison est encore longue. Ouais. La saison est encore longue. Il y a encore LSU, il y a encore Oklahoma. Texas A&M aussi qui, je pense, aimerait participer à la discussion, tu vois. Oui. Non. Bama, tu me les mets troisième, il n'y a aucun souci, tu vois. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de Texas A&M, mais il n'y a pas de... L'impression qui dégage semaine après semaine Bama est, je trouve, beaucoup plus impressionnante que Texas A&M. Alors, à titre perso, je mets Texas A&M devant Bama parce qu'ils n'ont pas de défaite et que Bama en a une, qu'on soit très clair, et qu'il ne faut pas oublier cette défaite quand même. Mais voilà, sur ce qu'ils ont montré jusqu'à présent depuis quelques semaines, c'est quand même, c'est impressionnant de retrouver le Bama de Nick Saban. Alors, tant mieux pour les fans du Crimson Tide et tant pis pour les fans des autres équipes. Mais voilà, en tout cas, à voir ce que ça va donner. Mais très clairement, un des candidats sérieux, déjà au CFP, ça c'est clair, et puis au titre, mais ça on verra en temps et en heure, bien évidemment. Ouais, à noter la grosse performance de Yonza Pierre, le linebacker là, qui fait 3 sacs et qui fait également le safety. Donc, grosse performance déjà de faire 3 sacs dans un match, plus un safety. Je pense qu'il a grandement participé et la défense de Alabama est de retour, enfin comme elle l'a toujours été, hein, mais de retour sur les grosses sur le devant de la scène, quoi. Exactement. Et ça va être une équipe très dure à aller chercher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai qu'il leur reste des gros tests. Surtout que leur fin de calendrier, ça y est, là, ils ont passé le gros là, de leur calendrier. Ils ont LSU et Oklahoma en équipe classée, mais ils les reçoivent et sans vouloir faire offense à ces deux équipes, je pense que ça va être tranquille. Enfin, ça va être Bama est largement favori dans ces deux matchs. Donc franchement, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont cette défaite, mais cette défaite, elle est hors conférence. Donc, on est bien parti pour un Texas A&M Alabama en finale de la SEC d'ici quelques semaines. Ouais. Faudra voir si Texas A&M, parce que là, ils ont 2 déplacements à LSU et à Missouri. S'ils ont les ambitions, en tout cas, s'ils ont le talent à la hauteur de leurs ambitions, théoriquement, ça devrait être 2 victoires. Mais bon, après, il y aura le déplacement à Texas en fin de saison. Mais pour l'instant, c'est la fiche qu'on. Si on s'arrêtait là, ce serait la fiche de la finale. Les gars, je vous propose de parler un peu de Florida, pas forcément pour du terrain, mais pour du extra sportif. Ils ont gagné. Ils ont gagné dans un match vraiment de raccro contre Mississippi State. Après une grosse erreur de la part des Bulldogs sur la fin du. Ils avaient l'opportunité d'aller marquer un field goal pour arracher la prolongation. C'est une interception, je crois, qui est lancée, il me semble, par Blake Shapen. Oui, ça se termine par une. En fait, le premier match de Billy Napier, c'était une victoire sur une interception, et du coup, le dernier match de Billy Napier est une victoire sur interception, puisque en effet, Billy Napier n'est plus le coach des Gators. Je crois que Guillaume est libéré, délivré, comme on dit. De toute façon, on sentait arriver, on le savait. Alors je pense que plus que le bilan, c'est la manière de ces dernières semaines. Alors il y a la victoire contre Texas, qui a fait du bien, mais derrière il y a une victoire de raccro là contre Mississippi State, et une défaite, une grosse défaite, c'était contre de mémoire, j'arrive plus à me souvenir. Vous allez m'aider. En tout cas, les Gators, on sentait que ça allait être la dernière saison de Billy Napier, ça s'est confirmé. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir là-dessus, mais est-ce que vous avez
on va dire, un candidat que vous sentez bien pour reprendre le poste de head coach des Gators, ce qui va être ce qui va être sûr, c'est que ça va être un des programmes les plus demandés. Hein, est-ce qu'ils vont reprendre un mec en vue du G5 parce que c'était exactement le profil de Billy Napier qui était en vue avec Louisiana, et est-ce qu'ils vont reprendre ce profil ou est-ce qu'ils vont plutôt aller chercher un mec qui a déjà performé dans le Power 4? Je pense qu'ils vont plutôt partir sur la deuxième solution. Ou du coup, Kurt Signetti, Indiana a fait le taf en disant bon allez c'est bon, on va le lock. T'as du Clark Lea, Vanderbilt forcément. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre comme... t'as le sujet Lane Kiffin, le directeur athlétique de Florida, il fait vraiment des appels de phare à Lane Kiffin. Je pense que, bon, on en pense ce qu'on veut, hein, Valentin, il pense qu'il ne bougera pas pendant les prochaines années. Valentin nous dit de source sûre qu'il ne bougera pas. Oui. De source interne même qu'il a. En revanche, si tu arrives avec un chèque en blanc et que le pouvoir de recrutement, l'avantage c'est vrai que Ole Miss maintenant ils ont le pouvoir de recrutement, ils l'ont quand même. Après peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir de recrutement de justification de la Floride, de dire aux joueurs en Floride venez parce que la Floride tu vas rester chez toi puis on va te mettre tout ça. Peut-être Lane Kiffin, mais effectivement, moi j'irais sur un gars un peu plus du groupe of 5. Et moi j'avais lancé l'idée de très loin de Mike McDaniel, le coach des Dolphins, quand il se fera virer des Dolphins. Pourquoi pas? T'as Drinkwitz qui est avec Missouri, qui est un peu dans le même profil que Clark Lea, tu vois, coach d'une équipe qui fait du taf en SEC, mais qui n'est pas non plus un giga gros programme de la SEC. Il y a Alex Golesh, mais là, c'est le profil G5, qui fait du très bon taf avec South Florida. Dans le même truc, tu as Johnson Rall qui est avec Tulane, mais là encore, c'est du profil. Est-ce qu'ils vont repartir sur un profil G5 ou est-ce qu'ils vont partir sur un mec comme Lane Kiffin qui a prouvé en Power 4, tu vois? Ce sera là la question. Et puis, est-ce qu'ils vont réussir à attirer aussi, parce que mine de rien, maintenant, quand même, avec. Je pense que. C'est un petit merdier quand même à Gainesville. En fait, plus que le merdier qu'est Gainesville, je pense que Kurt Signetti à Indiana l'a montré. Je pense qu'il y a beaucoup plus de programmes qui sont où tu peux viser haut, en fait, mine de rien maintenant. Alors, avec la NIL, etc., avec le fait que tu joues à 12, je pense qu'on verra peut-être moins des équipes aussi dominantes qu'on pense à Georgia 2021 ou des choses comme ça, mais plus d'équipes d'un niveau à peu près équivalent et des équipes dont on ne pensait pas forcément au départ. Et je pense que Florida se retrouve un peu dans ce ventre mou-là d'équipes qui a très haut niveau, mais il y en a d'autres finalement. Donc, qu'est-ce que Florida a de plus, par exemple, qu'Indiana? La question, elle est un peu... Actuellement, je provoque un peu. Hein. Je provoque un petit peu. Après, tu as quand même une fanbase qui est beaucoup plus élevée, tu as quand même un programme, tu as l'argent de la SEC, tu as quand même un programme qui est beaucoup plus en vue, etc. Ouais, tu as de l'argent en Big Ten, hein. Tu as de l'argent, hein. Faut pas... Enfin, tu vois, donc Guigui va me... Puis après, ça pour l'envoyer à Guigui, mais... Après, tu es en Floride, donc tu as quand même un réseau de recrutement qui est plus lourd. Ouais, mais... Mais c'est vrai que le college football a changé maintenant, hein, donc... Mais ouais, donc c'est pour ça que je suis pas certain que aller choper quelqu'un du Power 4, ça soit si simple que ça, tu vois. Vraiment, est-ce que Lane Kiffin a y gagné? Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il a. Moi, il est dans une meilleure solution à Ole Miss, et pourquoi il s'emmerderait à recréer cette situation à Florida alors qu'il l'a déjà à Ole Miss et qu'il peut juste continuer là-bas, tu vois. C'est ça. C'est pareil pour Marcus Freeman à Notre-Dame. Je pense également, il y a. Pourquoi pas peut-être la piste, comment il s'appelle, des coachs virés. Tu veux récupérer Franklin. Ah oui, James Franklin. Mike Gundy. Putain, Mike Gundy avec les Florida Men, je pense que ça va être sympa. Ça fait très drôle. Terrible. Très drôle. Qui c'est que t'as d'autre qui a été viré dernièrement? Bon, après, c'est des mecs du G5, genre Trendy. Ouais, je pense que. Alors, mais Urban Meyer, retour de Urban. Personne n'a mentionné Urban Meyer. Putain, mais rendez-vous. Non, Urban, il coachera plus, c'est fini. Non, il est occupé, ses doigts sont ailleurs. Ouais, voilà, il a tourné la page. Non
Non, parce que là, ça va être une vraie question. De toute façon, il y a la question qui est aussi pour Penn State. Tu vois, tu as quand même, mine de rien, 2 gros programmes du college football Ouais, et tu risques qui d'avoir sont peut-être LSU en plus. mmh. Enfin, tu as quand même des gros openings là qui vont avoir lieu ces prochaines semaines et il y aura pas un milliard de candidats, quoi. Est-ce que Clemson, on va avoir un opening C'est aussi à impossible aussi, Clemson hein. peut-être? C'est pas impossible. Florida State, je pense que si ça continue comme ça, Mm. Mike Norvell, ça va sauter. Ah non, mais il y a Après, pas une- alors, que Mac Norvell saute pour aller à Florida alors qu'il se fait virer à Florida State, j'y Non, crois non, 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 mais ce que je veux zéro. dire, c'est que comme c'est toi qui le disais, il va y avoir un coaching carousel assez intéressant cette année. Ah, le coaching carousel, il va être fabuleux. Tu auras Brian Kelly qui va s'en aller, tu auras tous les coachs qui ont déjà été virés. Il y a plein de programmes, de gros programmes qui vont être à la recherche d'un head coach. Luke Euh, Fickell à Wisconsin, il va y avoir un poste qui va s'ouvrir là-bas aussi. ouais, Luke Fickell, Euh, c'est pas un mauvais coach, hein. Je pense que Wisconsin n'est pas dans une bonne situation, mais Luke Fickell, ouais, c'est après un. lui, il s'est raté. Il voulait trop changer la tradition, l'identité Ouais, là-bas et ça n'a pas du tout pris. Est-ce que dans un autre programme, tu sais, peut-être que c'était trop gros pour lui et peut-être qu'il faudrait qu'il descende dans un programme type Indiana, tu vois. bah Indiana, mais non, c'est trop tard. Non, mais tu vois, un Quand programme de ce genre-là, parce que Oui, Wisconsin, je le mets pas dans la même truc que Indiana, parce que Wisconsin, c'était quand même un géant de la Big Ten à l'époque, même si maintenant, depuis 10 ans, bon, c'est plus le cas. ouais. Très bien, bon, très bien, très bien. De toute façon, je pense qu'on aura le temps d'en discuter de Oui, tout ça. C'est vrai qu'un faire un coaching épisode carousel spécial. bien fourni. Est-ce que c'est bon pour la SEC? On peut passer par exemple en Big 12 où il s'est passé pas mal de choses aussi. On commence par quoi? La Holy War ou la défaite de Texas Tech du côté d'Arizona State, comme vous le souhaitez. Vas-y, Rob, dis-nous. Tu... Donnons les lauriers à Arizona State. Allez, Kenny c'est Comme Dillingham, par parti. l'ancien hasard. coach d'Oregon. C'est pour ça que je t'ai demandé. Je savais que tu allais prendre. Bah, en vrai, oui, on peut commencer par Arizona State, carrément. Bah, j'ai envie de dire la Big 12 et la Big 12. Ouais, ça c'est clair. Personne n'est à l'abri. Victoire donc de Arizona State à domicile contre Texas Tech 26-22. Les Red Raiders étaient invaincus avant ce match-là. Un match qui a eu du mal à décoller, qu'on soit très clair, hein. Première mi-temps assez difficile à regarder avec les défenses qui prenaient vraiment le pas sur les attaques. On a vu que l'absence de Morton du côté Texas Tech a vraiment fait du mal pour l'attaque des Red Raiders. Ouais, puis Victoire donc. Les vides qui reprenaient après sa blessure la semaine dernière, tu vois. Alors, il a pas été parfait, mais je pense que juste le fait qu'il revienne, ça change Oui, tu oui, vois, mais tu ça vois, change un peu le début de match, il y a eu un Mm. petit. Il a fallu démarrer, quoi. Ouais. Mm. Texas Tech qui a cru, hein, ils ont eu une balle pour un Hail Mary Mm. pour remporter le match à la fin. Ça a malheureusement pas suffi puisque voilà, les Sun Devils avaient repris l'avantage à peu près 30 secondes avant la fin du match grâce à un TD du running back Raleigh Brown. Ouais. C'était assez fou. C'est vrai que Texas Tech marque avec 2 minutes restantes. Il passe de 14-19 à 20-19. Enfin, Il passe 22-19. même de 19 à 7. Il passe même de Ouais. 19 à 7 dans ce. Ouais, ils perdent 19-7, ils reviennent à 22-19. Et comme tu dis, à 30 secondes restantes, Raleigh Brown marque le touchdown. Moi, j'ai cru qu'ils allaient perdre en fait, Arizona State, mais ils arrivent à toujours trouver un moyen de gagner. Et c'est un peu comme l'année dernière, ce qu'ils avaient eu l'année dernière comme saison, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen de gagner, peu importe. L'année dernière, on avait vu contre BYU, on avait vu contre des gros programmes. Là, Texas Tech, c'est un gros programme. Ils ont trouvé un moyen de gagner. Et Texas Tech, ils étaient sans leur starting, leur quarterback titulaire, hein, Beren Morton, qui s'est blessé, dans le match, il me semble. Qui s'est blessé avant le Non, match. il était. Oui, Il c'est Amon était déjà Castart. blessé, ouais. C'est Amon Ouais, Castart. c'est ça, c'est Amon Castart, mais voilà, globalement, t'es sans ton quarterback titulaire, tu arrives à donner une bonne bagarre, bah, voilà, c'est quand même assez sympa. Je pense que Texas Tech est pas perdu, mais c'est comme on l'a dit, la Big 12 et la nouvelle Pac-12, hein, tout le monde se Mm. bat tout le monde, et peu importe la Ouais, qualité puis de l'équipe. Arizona State est une bonne équipe quand même, hein. Ils ont perdu 2 fois cette saison, mais tu as une défaite, c'est parce que tu as James Smith sans QB et tu as eu un match très mal géré à Mississippi State, mais c'est une belle équipe dans la Big 12, c'est les tenants du titre, c'est une belle équipe.
C'était pas un déplacement facile. En plus, avec ton QB2, même si Willamon n'est pas un mauvais QB, il a prouvé, notamment c'était le match contre Utah où il a été très bon, mais là, peut-être que le fait de start peut-être c'est pas la même chose, a peut-être pesé aussi. Ils ont eu la balle. Ce qu'il faut retenir pour Texas Tech, c'est qu'ils ont réussi à revenir dans le match, qu'ils ont eu la balle pour gagner et avec un QB freshman backup, tu te dis que, alors je sais pas la durée de l'absence de Morton, mais que tu es quand même une équipe qui va être dure à battre cette année, qui a été même si tu as une défaite, bah, c'est pas une défaite de beaucoup. Tu as réussi à comeback, tu avais la balle pour l'emporter. Donc tu te dis quand même à Texas Tech, OK, on a perdu, mais ça va être dur quand même d'aller nous est-ce que quelqu'un arrivera à les faire tomber une deuxième fois cette saison, tu vois? C'est la Et question puis que je me là, pose. mine de rien, bah pareil que pour Miami, hein, ils ont plus forcément leur destin entre leurs mains pour la finale de la Big 12. C'est-à-dire qu'il y a Cincinnati qui étant Qui est invaincu. invaincu. Il y a BYU qui est invaincu aussi. On va parler de la Holy War juste après. Donc voilà, c'est une défaite Tu qui pas une change pas mal de 3e choses. équipe qui est invaincue aussi en Big 12? Je Non, crois pas. Je crois pas. non. Et donc forcément, alors on disait beaucoup de bien de Texas Tech et moi le premier en disant que je pensais qu'ils étaient vraiment à un niveau au-dessus de tout le monde et qu'ils allaient s'en sortir sans trop forcer de ce calendrier de Big 12. Bah, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule comme d'habitude, quoi. Non, mais après, voilà, tu te dis, voilà, il y a le QB freshman qui est rentré en tant que titulaire sur ce match-là. Peut-être ça peut jouer, ça a joué aussi. Donc, Je pense que je lui ai donné trop de crédit par rapport au match contre Utah, c'est-à-dire au match contre Utah où la défense était préparée pour un autre QB. Donc forcément, quand tu rentres, les mecs n'ont pas les tapes sur ce que tu fais. Donc forcément, ta défense, elle n'est pas prévue pour. Là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire on a senti, encore une fois, très bon travail du coaching staff, je pense, d'Arizona State, qui a réussi à trouver vraiment de quoi contrer cette attaque de Texas Tech qui fonctionnait très bien jusqu'à présent, il faut quand même le dire, hein. Donc voilà, félicitations à Arizona State, qu'on avait peut-être enterré un petit peu plus trop tôt. Voilà, effectivement, je pense que ça risque peut-être d'être court pour le CFP cette année. Mais voilà, t'as ils sont. le chemin de la conférence. Ils ont qu'une défaite. Si Oui, c'est ça vrai. continue, si ça tombe devant encore, ils se gardent. En tout cas, ils se gardent Hmm. cette finale de conférence en ligne de mire. Avec une défaite, tu peux y rentrer. L'année dernière, ça a été le cas. Donc, par contre, pour rentrer at large, non, je pense que. Je pense que ça va être effectivement compliqué. Des On passe nouvelles sur de la. Morton, juste des nouvelles Ah, rapidement de vas-y. Morton pour Texas Tech. Du coup, là, j'ai checké un peu. Il sera disponible en tant que dans un rôle d'urgence pour. Donc ça, c'était le match contre C'est le Arizona match, ouais. State. Donc je pense il sera là ce week-end, à mon avis. Il sera. Alors, apparemment, il pourrait start mais ça sera quand même presque pas du game time decision, mais presque quoi. Bah, et je dois avouer que j'ai pas hâte d'être ce week-end parce que donc c'est Texas Tech, Oklahoma State et je pense qu'ils vont se venger sur notre gueule. Et vu la tronche de notre défense, je pense que ça va être un carnage. Voilà, voilà. Direction Provo Utah, maintenant. Non, c'est bon pour vous? l'un des plus beaux stades de college football. Holy War. Qu'est-ce que c'était beau, putain, le bleu contre le rouge, la Ça, ouais, nuit, ouais. oh, Le c'était coucher incroyable. de soleil Combinaison sur les de. montagnes, coucher de soleil sur les montagnes, magnifique quand même. La combinaison de couleurs aussi, c'est cool, tu vois, de voir deux équipes qui portent leurs couleurs. Elle est quand même spéciale cette rivalité. Je trouve qu'on en parle, enfin, Parce que à fois peu et, enfin, en tout cas dans les Utah, médias. Enfin, parce que BYU, c'est Mormon, il n'y a pas de doute. Mais Utah, du coup, c'était cette fac-là. Est-ce que c'est il le y a, pendant un peu. Alors, je sais pas si on peut parler de laïcité, mais c'est un peu. non, non, mais Est-ce qu'il y a aussi. il y a des Mormons aussi à Utah, Hmm. hein. Enfin, je pense que la différence, elle est pas idéologiquement, elle est pas tant marquée que ça. Mais Hmm. c'est vrai qu'ils se détestent viscéralement. Ouais, ouais. C'est pour ça que Et c'est je me demandais d'où venait cette haine, à part juste une haine géographique. Mais est-ce qu'il y avait vraiment, c'est un peu en mode nous, on est les Mormons et vous êtes des faux Mormons ou pas du tout, tu vois? moi, j'ai vu, enfin, en tout cas, lu et vu que le fait qu'il y avait effectivement des Mormons du côté de Utah. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait, à mon avis, de la jalousie quand Utah est passé dans la Pac-12, donc une conférence du Power 5 à l'époque, alors que BYU était Indépendant. indépendant. Enfin, et je pense que voilà, il y a eu beaucoup de ressentiment à ce moment-là. C'est un des réalignements les plus cool. Tu vois que les deux équipes se Ouais, retrouvent c'est clair. maintenant dans la même conférence. Là, pour le coup, bravo, bravo, bravo messieurs, quoi. Applaudissements dans les bureaux, comme on dit.
Ouais, en plus, vu comment ils ont géré les rivalités en Big Ouais. 12, c'est tant mieux. Mais mine de rien, à l'époque, sans pour autant revenir dans le dossier, mais à l'époque, quand les équipes de Californie étaient parties de la Pac-12, moi, je militais pour avoir Utah, enfin BYU qui rentrait. En fait, je militais intérieurement, je n'allais pas faire de la campagne, mais pour que BYU et Boise State rentrent pour avoir des grosses rivalités, notamment avec des Utah, etc., dans la conférence. Et je pense que ça aurait pu bien faire vendre. On n'a pas les stats pour l'instant pour la télé, mais en tout cas, on s'est régalé et je me suis régalé, moi, de mon côté, sur DAZN en gratuit. Donc, c'était sympa aussi. C'est vrai. Alors passons sur le match, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Victoire donc de BYU. Tac tac tac. Le score. Je le retrouve. C'est quoi? 24-21, pardon. Dans un match qui s'est joué dans le deuxième et dans le dernier quart-temps. Alors moi je pensais que Utah allait vraiment montrer de quoi il se chauffait entre guillemets sur ce match-là. Ça a pas été le cas. Euh, BYU 7-0, mine de rien, ils sont quand même, enfin, vraiment très, enfin, je les avais un peu enterrés dans la saison en me disant le changement de QB, ça va être compliqué. Bah finalement, ils ont quand même du talent. Il y a quand même notamment, enfin, Backmeyer est quand même pas si mauvais que ça pour un QB freshman, voire même plutôt bon, hein, qu'on soit très clair. Et puis voilà, il y a une bonne défense. Ils ont su créer des turnovers à des moments clés aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous, de ce match-là où finalement les deux équipes se sont rendues coup pour coup un vrai match de rivalité, c'était plutôt Une cool. histoire de 4ème down. C'est vrai. Je pense que le match se joue là-dessus. Utah est à 1 sur 5 sur les 4ème down et il y a des, tu vois, il y a un moment donné, tu vois, le premier, je me demande s'il n'y a pas 2 drives où ils décident de la jouer plutôt que de prendre le field goal. Et au final, ça se joue Le à. premier, hein, déjà, ils laissent pas, Le premier, ils c'est prennent sûr. pas les points, ils prennent pas les points. Tu sais pas trop pourquoi, pour être tout à fait honnête. Et même, tu vois, le deuxième, ils sont sur les 28 de BYU, c'est une 4ème et 7 et ils la tentent. Là, c'est un peu en mode rugby, mais tu sais, des fois, il vaut mieux prendre les 3 points plutôt que d'aller jouer la touche à 5 mètres et à tout prix vouloir marquer un essai. Peut-être qu'à l'extérieur, je peux comprendre le fait d'être agressif et de vouloir marquer les touchdowns. Mais vu la physionomie que le match a pris, tu regrettes peut-être de ne pas l'avoir pris, ce field goal. Et du coup, voilà, tu perds 3 points et ça se joue là-dessus pour moi. Ouais, effectivement, ça joue là-dessus. Après, en tant que, comme tu le dis, tu es à l'extérieur, tu es obligé de marquer le coup. Si ça marche, tout le monde te considère comme un héros ou un génie. Ça marche pas, c'est comme ça. Je pense ils ont tenté, tu l'as dit, ça se joue sur les quatrièmes. Moi, j'ai vraiment été impressionné par Bear Backmeyer, qui est le frère de, je vérifie là justement, c'est le Oui, frère il a de son, Hank il Backmeyer, je a, ne sais pas si vous vous rappelez. il a un autre frère aussi qui joue à BYU. Ouais, Tiger. Ouais, Tiger. Tiger Backmeyer. Donc Bear, Tiger et Hank, c'est le normal. Mais Hank Backmeyer, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le quarterback qui avait joué à Boise State à l'époque, Louisiana Tech et Wake Forest ensuite. Je pense que c'est vraiment c'est un très bon quarterback. Hein. Il est freshman. Déjà, quand ton quarterback porte le numéro 47, tu sais que c'est un malade mental. Moi, je te le dis. C'est un J'ai fou. vu le quarterback. En fait, j'avais pas regardé encore BYU cette année. Et je regarde BYU, je vois que le quarterback, il est numéro 47. Je me dis, ils sont en Wildcat. Puis je vois que Non. je vois 2, 3. Je dis, putain, ils ont pas de quarterback. Je regarde. Ah ouais, il est quarterback, effectivement. Il est trop freshman. Il faut qu'il le garde ce numéro pour la suite ou est-ce qu'il faut qu'il repasse. Est-ce que c'est devenu iconique maintenant qu'il est le numéro 47 et il le garde? Est-ce qu'il y a une signification du 47 à BYU Je sais pas. Je sais Mais pas du tout. en tout cas, true freshman, tu vas lancer 229 yards à la passe contre et un touchdown également. Plus tu vas courir pour un touchdown. Écoute, moi, ça me paraît comme étant un très très bon quarterback, en tout cas pour BYU. Et bon rushing du terrain alors qu'ils ont battu Utah. C'est une rivalité, c'est normal. C'est une rivalité, ouais, c'est ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir BYU faire ça. Je pense que Dampierre de Utah, il n'a pas été beaucoup aidé. En plus, il lance une interception. Donc, Mm.
Il n'y a pas Ouais, mais été bon. tu vois, là, je revois leur turnover on downs. T'as quand même 2 qui sont dans la red zone, tu vois. Et putain, prends les points aussi, prends ce que l'adversaire te donne. Essaye pas forcément toujours de vouloir forcer ton destin. Et après, comme tu dis, ouais, si les 4e down pass, on fait ils sont ultra agressifs, ils sont des génies, tu vois, un peu à la Dan Campbell avec les Lions en NFL. Mais bon, ouais, BYU, bah, tu vois, j'étais comme Baptiste, j'y croyais pas cette année. Puis finalement, ils sont à nouveau invaincus à ce moment de l'année. Donc on verra si cette année, ils vont réussir à aller au bout. Ouais, ça a l'air d'être une équipe quand même hyper complète, hein, parce que voilà, on a parlé du Matt Backmeyer au poste de quarterback, mais il y a quand même il y a NJ Martin au poste de running back, il y a quand même du monde. Et puis voilà, attention quand même, la fin de calendrier est pas simple. Il y a un déplacement à Texas Tech et un déplacement à Cincinnati, plus TCU au domicile. Donc attention, mais bon, sur ce qu'ils ont montré. Voilà, ils vont avoir peur de personne et ils ont bien raison, hein. Je pense Ouais. voilà, ce gros test là, il est passé. Maintenant, il y aura effectivement Texas Tech. Je pense que ça sera un peu du même calibre. Mais même avec une défaite, hein, ça peut suffire, hein, pour les Cougars, hein, je pense, pour te qualifier déjà pour la finale de conf et at Faut pas large que de tu manière perdes, générale. si t'as défaite, faudrait pas que ce soit contre Texas Tech, de préférence. Oui, Mais ouais, pas contre Texas Tech ou pas contre USF, ouais. ils ont leur défense, ils ont leur destin. Parce que ce qui leur manque quand même, alors, elle est là, la victoire signature, mais ils ont eu du mal contre Arizona, ils ont eu du mal contre West Virginia, c'était pas extraordinaire non plus. Contre Colorado, c'était un peu ric-rac. Donc, il leur manquait une grosse victoire signature, c'est le cas. Donc, à voir maintenant si c'est vraiment saison lancée, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ça sera Iowa State cette semaine, donc à suivre aussi, parce que je pense que Iowa State fait partie des équipes dont on attendait beaucoup et qui sont un peu rentrées dans le rang, donc on va voir ce que ça va donner. Alors, quel autre match vous avez envie qu'on parle? Qu'est-ce qu'on a eu le droit cette semaine? On a eu le droit à Virginia qui s'en sort au cordeau contre Oiseau. Est-ce que vous voulez qu'on en Sur parle un un petit peu? safety. Ah ben non, j'ai oublié un dernier gros match, pardon. Notre-Dame Ouais, c'est ce que j'allais dire. USC, pardon, excusez-moi. Notre-Dame USC, victoire des Fighting Irish 34-24, dans un match où USC avait pris vite l'avantage et avait montré qu'il pouvait mettre en difficulté la défense de Notre-Dame. Finalement, Notre-Dame, pareil, ils ont mis le couvercle un peu sur la deuxième mi-temps et notamment le quatrième quart, et victoire plutôt convaincante, hein, des Fighting Irish qui montent, je trouve, Ça a été le show Jeremy Love. Hein. Ouais, Jeremiah Love, 228 yards pour lui au sol, un TD, quasiment une moyenne de 10 yards par course. Voilà, j'ai encore fait la connerie de croire en USC, hein, voilà. Désolé les Charles et tous les fans de USC en France, mais voilà, année après année, j'y crois et je suis à chaque fois déçu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Notre-Dame marque les esprits? Parce qu'eux, ils auront besoin de gagner tous leurs matchs et gagner leurs matchs de façon convaincante, hein, pour faire partie des 12. En tout cas, moi, s'ils ont un Jeremiah Love, c'était le dernier gros match. C'était leur dernier gros match, ils l'ont gagné, parce que maintenant c'est Boston College, Navy, Pitt, Syracuse et Stanford. Donc il fallait gagner ce match-là. La première mi-temps a été difficile, mais ouais, comme tu dis, ils ont mis le couvercle. Il y a 2 interceptions, un fumble, un turnover on downs, donc tu peux dire quasiment 4 turnovers. Et leur jeu de course a été Jeu au sol, le jeu de sol a été monstrueux. Alors, leur doublette Love-Price a marché sur la défense de USC. T'en penses quoi, Robin? T'as vu le match ou pas, toi? J'ai regardé la fin parce qu'il y avait Oregon en même temps, donc j'ai pas pu regarder ce match-là. T'as pas tourné après le premier quart-temps? T'as pas tourné? Tu t'es pas dit c'est bon, c'est plié? Je faisais le live tweet, alors déjà de 1, et de 2, écoute, j'ai tellement souffert la semaine dernière que il fallait se ressaisir. Non, mais j'ai regardé la fin, mais effectivement, Jeremiah Love, 228 yards, un touchdown contre USC, pardon. C'était quelque chose, et je pense que USC, ils ont eu du mal, comme on l'a dit dans le dernier quart. C'était la fin de la rivalité, hein, en plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de match prévu. Alors, d'après les infos sur NBC et notamment Nicole Warback, a priori, il signerait potentiellement une extension pour les 2 prochaines années.
Ah, sympa. Bon, ça va Enfin, continuer. c'est des bruits de couloir hein, pour l'instant, mais ça prendrait le chemin, donc tant mieux. Les gens disaient que c'était le dernier match, en même temps c'était le dernier match programmé, mais bon, je me disais quand même que ça reprendra un jour, tu vois. C'est comme le West Virginia Pittsburgh qui a disparu pendant une dizaine d'années et qui est revenu maintenant. Je pense que les deux équipes ont intérêt à se jouer chaque année quand même. Bah, Notre-Dame dira que oui et USC dira que non, quoi. Et puis en fait, c'était aussi un problème de calendrier parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, quand le match se joue à Notre-Dame, il a lieu au mois d'octobre, là, comme c'est le cas actuellement, et quand il se joue à USC, il se joue plutôt sur le dernier week-end de la saison. Sauf que en fait, ce calendrier-là ne convient pas à USC. En fait, USC préférait que le match ait lieu au début de l'année et pas coincé dans le calendrier Big Ten. Voilà, donc c'est des points de négociation. Elles sont là en fait. Ils sont là. Bon, ils arriveront peut-être à trouver un arrangement. Ouais, mais c'est ça. Mais globalement, USC, attention, parce que leur défense à la course, elle est catastrophique et ils vont jouer des programmes qui, notamment Oregon, qui vont très très bien courir la balle. Donc attention à ce que ça va donner pour le reste de cette saison pour USC. Mais voilà, il peut y avoir quand même des bonnes choses. Et comme on l'a dit, hein, le quatrième quart-temps a été compliqué. Hein, quand tu te fais arrêter en 4-1 et qu'ensuite tu te fais intercepter, ben, tu peux pas revenir au score. Et puis là, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, on a fait l'épisode débrief en disant putain, ils ont dominé sur les lignes Michigan, etc., etc. Et bah, une semaine plus tard, patatras, ils se suivent mais ne se ressemblent pas. Absolument pas, parce que là, la différence entre le Joe Sol de Notre-Dame et le Joe Sol de USC, ce qui fait que Mayava a dû beaucoup forcer, hein, ce qui a expliqué beaucoup de déchets pour lui à la passe et les deux interceptions. Mais c'est vrai que une attaque très unidimensionnelle, pardon, et voilà, et avec les déchets qu'on peut avoir après au poste de quarterback. Mais voilà, USC, qui avait tout fait bien la semaine dernière contre Michigan, retombe un peu dans ses travers face à une équipe peut-être plus forte aussi. Hein, ça peut arriver de perdre contre plus fort que soi. Hein, c'est pas non plus. Ouais, cette équipe de Notre-Dame avait démarré la saison avec 2 défaites, mais c'était 2 défaites contre Miami et Texas A&M, donc 2 équipes qui sont dans le top 10 actuellement. Et depuis, bah ça déroule quand même. Donc c'est pas un déplacement facile, hein, Notre-Dame, hein, clairement. Et cette équipe de USC manque de régularité. Je pense que c'est un peu les équipes de Lincoln Riley, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait de c'est ça. Et régularité. justement, est-ce que Lincoln Riley serait pas sur la hot seat à USC dans les prochains mois? Mais pour choper qui Pour choper qui, c'est toujours pareil, quoi. J'en sais rien. Ouais. Bah, il y a plein de gens maintenant qui seront disponibles. Ouais, il y a du monde. Il y a Billy Napier. Brian Kelly. Il y a Brian Kelly. Pas encore. Attends, Brian Kelly, pas encore. On fait comme si c'était fait, mais attends. Peut-être que Real nous souffrira encore quelques années. Il y a James Franklin, hein, parce qu'à l'époque, le nom revenait beaucoup sur USC quand ils ont changé de head coach. On verra. Est-ce que ça se trouve, Lincoln Riley sera encore coach l'année prochaine, hein, je pense qu'il sera encore coach l'année prochaine. Moi, j'en suis intimement persuadé. Très bien. Alors, il y a d'autres matchs dans lesquels vous voulez qu'on parle. On n'a pas beaucoup parlé de l'Atlantic Coast. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Atlantic Coast. Georgia Tech. On a eu SMU qui a gagné face à Clemson et qui a enterré définitivement. Parce que tu sais, avec la défaite de Miami, tu te dis Clemson, ils ont 2 défaites. Si ça continue à bien aller dans leur sens, ils gagnent. Bon, SMU s'est vengé de la défaite l'année dernière en finale de conférence. C'était contre Clemson, la victoire 35-24. Et Klubnik n'a pas joué. C'est Christopher Vizina qui a start le match, le sophomore. 3 TD. Il était blessé ou pas? Je sais pas s'il était blessé. Je suis en train. Plus personne ne parle de cette équipe, c'est terrible. Quel Klubnik? Est-ce qu'il était blessé, mon ami Klubnik? Ouais, il était blessé à la hanche. Blessure à la hanche. Ok. Et un bon match de Jeffrey Mba, d'ailleurs, au passage, avec un sac et 3 plaquages au total pour lui, et 35 yards seulement à la course pour Clemson. Donc SMU invaincu en ACC et qui est en position pour aller en finale de conférence une 2e année de suite. L'état du programme est catastrophique. Hein. À Clemson. C'est terrible, ouais.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, et puis tu es dans une position, qu'est-ce que tu fais de Dabo, quoi? Est-ce que tu le Mm. vires? Est-ce que tu le. Enfin, c'est toute proportion gardée, ça fait un peu comme nous avec Mike Gundy, tu sais, tu Ouais, sens que c'est un coach à allez, l'ancienne. c'est peut-être que cette année-là et l'année prochaine, ça repartira fort. Ou est-ce qu'on le vire maintenant parce que ça se trouve, c'est Je veux fini, dire, quoi. enfin, le mec a quand même fait gagner 2 titres nationaux à Clemson, joué dans 2 autres finales nationales. Enfin, il a une legacy, c'est de loin le meilleur head coach Bah, de comme l'histoire du Gundy programme. chez vous. Ouais, c'est clair. Mais là, tu rajoutes en plus les titres nationaux et tu Oui. transformes quand même le fait que, enfin, je veux dire, Clemson, c'était enfin, c'était Bama et Clemson entre 2015 et 2020, il n'y en avait que pour eux. Sauf que ben, ces méthodes de coaching, tu sens que ça passe plus maintenant, tu as besoin de t'en séparer, mais tu sais pas ce que tu vas récupérer derrière. Et puis le paysage du college football, il change vite. Hein. Tu sens que la SEC, bah, mine de rien, tu es quand même un degré en dessous que de la Big Ten et de la SEC, et que bah, Et je bah, dirais même que la Big 12 discute avec toi. et du coup, bah, il y a pas mal de. Enfin, on parlait d'Indiana, je disais, est-ce que signer, enfin, tu vois, est-ce que Indiana n'est pas un meilleur programme que Florida? Et tu vois, moi, et là, je la pose la question et je suis intimement persuadé qu'Indiana, à l'heure actuelle, est un meilleur programme que Clemson, parce qu'en termes financiers, tu as plus de ressources, parce que tu as plus de chances de qualifier aussi au CFP, parce que bah, il y a jurisprudence Big 12, Big 10, pardon, sec au niveau du classement du comité. Enfin, tu vois, tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc, Clemson, bah, tu perds Dabo, mais tu sais pas de quoi ton avenir sera fait. Et tu as peur de retomber dans des années où tu deviens un programme moyen de CFB, quoi. Donc, je sais pas. Je Mm. pense qu'il y a pas mal d'athlétic directors qui sont dans cette réflexion-là, dans les conférences moyennes, entre guillemets, type SEC, Big 12. Et donc voilà, donc c'est des questions qui doivent se poser. Exactement. On est sur une saison charnière pour Clemson, un peu à la croisée des chemins. Georgia Tech Duke, on en parle un petit peu. Duke, voilà, l'équipe qui se tire des balles dans le pied, modèle géant. Contre Illinois, ils font n'importe quoi, 5 turnovers. Là, ils font encore n'importe quoi en red zone contre Georgia Tech. Victoire des Yellow Jackets 27-18 dans un match que Duke a dominé. C'est ça le pire. Si tu regardes le match, tu dis que Duke est une meilleure équipe. Bah, finalement, non, les Yellow Jackets s'imposent. Yellow Jackets en 7-0, 4-0 en ACC, pardon. Eh ben, on se rapproche doucement, doucement du match de rivalité contre Georgia. Ça va être un match hyper cool. Mm. Euh, Est-ce que vous voyez Georgia Tech rester invaincu d'ailleurs tout au long de l'année? Et Non, enfin, si vous avez vu ce match-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? non, je pense qu'ils vont quand même en paumer. Bah, je pense qu'ils vont quand même en paumer un parce que ils sont bons, mais en même temps, leurs adversaires déjouent vachement. Je trouve contre eux. Alors, est-ce que ceux qui arrivent à les faire vraiment déjouer leurs adversaires? Mais c'est une belle équipe, mais ils ont des limites et ils passent beaucoup par Haynes King aussi, tu vois. Haynes King, Ah, il a fait un il sacré l'en- match, notamment au sol. il Hein. l'envoie au four et au moulin à chaque fois. Et tu sens qu'ils sont à un Haynes King de basculer Ouais, dans. après, regarde la fin du calendrier. Hein. Ouais, c'est ce que je regarde. Syracuse, à NC State, à Boston College, Pitt, bon Ouais, ils ont après t'as pas, Georgia, mais les 4 prochains matchs, enfin, je veux dire, ouais. ça devrait le faire quoi. Enfin, j'espère pour eux Ouais, parce ça que peut le faire. Après, tu sais, ça peut perdre à NC State, tu vois, par exemple. On verra. Mais oui, Ouais. Georgia Tech, je suis pas emballé sur eux, comme j'aurais pu l'être pour Miami avant leur défaite, tu vois. Ils sont là, ils gagnent, mais c'est un Haynes King un peu dépendant quoi sur ça. Donc après, s'ils ont que la défaite contre Georgia, ils seront bien ah, placés pour aller en playoff. oui, ils se qualifieront. S'il n'y a qu'une défaite contre Georgia, ça passera, c'est sûr. Ouais, bah actuellement, en plus, ils sont septième du classement de l'AP Poll. Je pense qu'on a plus grand match à parler à part de l'AP Poll et ils sont quand même septième du classement de Mm. l'AP Poll, donc ils sont bien estimés en tout cas par les journalistes, Ouais. par les médias. Après voilà, Florida State du coup qui quatrième Ouais. défaite de suite, défaite à Stanford qui est invaincu à À, domicile. à- à Stanford, quoi. Enfin, Mm. contre un coach Avec avec des Rimmer qui une est fin de arrivé match un il y peu a 3 mois. brouillonne Quoi. et un Castellanos qui est sorti sur commotion, qui s'est pris Ouais, un bon. hit. Waouh.
Donc ça veut dire potentiellement pas de Castellanos le week-end prochain. Enfin, Mike Norvell, je vois pas comment il passe la saison, hein, pour être honnête. On va même voir voir les prochains matchs. Hein. Ouais, ça devient chaud. Oui, ça c'est sûr. Voilà pour la ACC. Après, je regarde un peu les autres matchs. On a Oklahoma qui s'est bien relancé contre South Carolina, en fait, Ouais. 26-7, tranquillement. John Matthew South Carolina qui était un dark Voilà. horse de la SEC en début de saison en se disant attention, ils peuvent peut-être finalement. Soupe à la grimace. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Missouri qui gagne en prolongation face à Auburn. Texas qui a eu du mal face à Kentucky, mais qui s'en sort. Cette équipe de Kentucky est chiante à jouer, mais n'a pas suffisamment d'armes pour réussir à gagner ce genre de match, malheureusement. Et puis voilà, on a fait le Texas A&M qui s'en est sorti de 3 points face à Arkansas dans le match de rivalité. Alors, est-ce que vous avez regardé les écarts des points sur les matchs de SEC? Si on enlève le Oklahoma, South Carolina, c'est assez serré de fou. Il y a 3 points, il y a 8 points, il y a 7 points, il y a 2 points, il y a 6 points, il y a 3 points. Enfin, il y a une. J'aime bien taper sur la SEC. Deux overtime aussi. Ouais, mais là, je pense qu'il y a un ventre, plus que mou, parce que je pense que c'est des bonnes équipes, mais voilà, tout se tient un peu à haut niveau. Alors, il n'y a peut-être pas d'équipe qui écrase tout, comme on a pu connaître certaines années, mais je pense qu'il y a vraiment une Bama. homogène. Il y a Bama, ouais, peut-être. Bama qui écrase un peu tout, qui gagne tout, en tout cas, en sec. Et Texas A&M aussi qui gagne tout, mais là c'est vrai qu'ils ont eu du mal face à Arkansas. Après c'est un match un peu particulier, on sait, match de rivalité. En plus, nouveau coach, changement de coach. On sait que c'est souvent chiant d'affronter des équipes qui viennent de changer de coach parce qu'il y a un second souffle qui est donné. C'était pas un déplacement facile pour Texas A&M, ils s'en sont sortis. Et après dans les autres matchs, rapidement parler du groupe of five, mais j'en vais. Est-ce que j'allais dire, de quoi tu vas nous parler, Maxence, cette semaine? Boise State qui a roulé sur UNLV, littéralement, jeu au sol retrouvé pour UNLV qui est pas loin des 300 yards. Ils les ont écrasés malgré une bonne première mi-temps. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et le troisième quart-temps a été un massacre de la part des Broncos. Et James Madison aussi qui a roulé sur Old Dominion. Rendez-vous compte, là, il y a 2 semaines, Old Dominion, c'était 20% de chance d'aller en playoff selon le truc d'ESPN. Là, 2 défaites de suite. Et là, ils ont pris 63 points par James Madison avec 6 touchdowns au total pour aller à Alonza Barnett. Donc là, ça va être les 2 matchs sur lesquels je vais revenir parce que c'était 2 matchs entre les 2 grosses équipes de leurs conférences respectives. Et Memphis qui nous paume toujours ce petit match chaque année. Les Tigers, quand on discute playoff, ça devient pénible du côté des Tigers. Chaque année, ils nous paument. Voilà. L'année dernière, c'était un match perdu à Navy, puis à UTSA. Il y a 2 ans, tu paumes contre Tulane. Ça fait 2-3 ans, on dit Memphis, ça peut être top team d'American, machin, le playoff. Putain, là, ils t'ont perdu un match contre UAB. Encore une fois, quand tu joues contre une équipe chez elle et qui vient de virer son coach. Mais là, quand même, UAB, tu vois l'état du programme actuellement. Putain, et tu perds. Et en plus, tu perds de 7 points, mais tu as été longtemps. À un moment donné, tu avais 2 possessions d'avance pour UAB. Et tu perds de façon un peu conne quand même, parce que t'as le drive pour gagner à la fin, 4e et goal. Et Cortez Braham catch la balle dans la end zone, mais malheureusement, en fait, il a le pied dans la end zone avant que la balle arrive dans ses mains. Et voilà, voilà comment une saison se joue. Après Memphis, j'en reparlerai, mais n'est pas complètement out, mais du coup a déjà grillé son joker et l'a grillé contre UAB. Et c'est ça qui est terrifiant. Effectivement. De toute façon, on reviendra là-dessus. Ouais. Et il y a un college game day à Memphis qui s'est sûrement perdu dans le lot aussi, parce qu'ils reçoivent South Florida samedi. Ça aurait pu être, il aurait pu avoir un college game day à Memphis, mais donc du coup college game day qui part du côté de Vanderbilt. Ouais, à Nashville, effectivement. Encore de la SEC, même si on est content qu'ils aillent à Vanderbilt. Ok. Merci Maxence. Je crois que Maxi Robin, je crois qu'on a fait un tour plutôt exhaustif de ce qui s'est passé dans le petit monde, le grand monde du college football.
De toute Ça façon, y on est, se retrouve. on a basculé dans la deuxième partie de saison. Et ouais, ils ont joué tous les programmes ont joué 7 matchs, donc voilà, donc ça va être le sprint final. On est déjà fin du mois d'octobre, donc voilà, toutes les défaites comptent double presque à ce moment-là de la saison, donc ça va être très très excitant. Puis Il ça y a de va la lutte à tous les s'accélérer, hein. niveaux, des luttes dans les grosses confs, dans les luttes dans les plus petites confs. Ouais, puis c'est le Bref. moment où on va commencer à se dire putain, il faut qu'on gagne à tout prix si on veut aller en bowl. Enfin, tu vois, on arrive sur des matchs vraiment cool. Un bowl, qu'est-ce que c'est que ce truc, Maxence? De quoi tu me parles là? Putain, tu joues pas ça toi cette année? Le toilet alors bowl que nous- ailleurs je veux dire contre UCLA, mais même pas. UCLA, ils gagnent maintenant, alors c'est même plus Ouais, drôle, tu vois. ils ont gagné cette semaine. Ben, en fait, je sais pas si tu as vu, Encore. mais Northwestern a gagné aussi. En fait, il faut taper une fois Penn State et après t'es Et tranquille, après, tu lances la tout va saison. mieux. Ouais, c'est ça. Après un Ouais, match. bien sûr, parce que moi j'ai perdu contre Rutgers. Hein. Juste après avoir Ah oui, tapé. bah vite fait, Oregon, on n'a pas trop parlé, mais Non, mais ça sert à rien d'en parler d'Oregon. On les a roulés dessus. C'est bon, passons à autre chose. C'était un pugilat. il y avait Ça, combien à la c'est- mi-temps déjà? Il y Au premier avait quart-temps? au premier quart-temps, il y avait 35-0, 35-3. Ouah. Putain, mais bref, ça c'est une réaction de champion et c'est pour ça que moi je me fais pas trop de soucis quand même pour Oregon sur cette deuxième partie de saison. Et- On est à un mois du match. Hein. De quel match? Vous êtes à un mois du déplacement chez nous. Hein. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un truc. Ah Si oui, on... ah oui, pardon, oui. Ouais, le match. Il sera sûrement sur DAZN d'ailleurs, parce que c'est la deuxième semaine avec DAZN qui nous offrait des matchs de college football et ça fait bien plaisir aussi. Effectivement, on aura toutes les affiches sur Twitter, ne vous inquiétez pas. Maxence, Robin, merci. Je vous dis encore une fois, merci de votre participation. Pardon, on se retrouve pour les 2 autres épisodes de la semaine, c'est-à-dire le Group of Five et la Vili un petit peu plus tard dans la semaine. Robin, Maxence, merci à vous. Bye bye. Merci. Et puis merci à tous, et puis on se retrouve bientôt. Salut tout le monde. Ciao.